Pour avoir une vision de bon sens, il faut descendre dans l'arène. Nicolas Sarkozy, c'était le premier chef d'État français qui soit profondément atlantiste. Il nous a fait rentrer dans l'OTAN et on le paye très cher aujourd'hui. On est aux ordres de l'Amérique. Tous les défauts de Bruxelles, on les multiplie chez nous, si vous voulez. Notre président a comme objectif de remplacer Madame von der Leyen et d'être président de la Commission. L'intérêt national est mis de côté par rapport à l'intérêt qui prime, à savoir celui d'être le plus européen des Européens. Vouloir appliquer nos valeurs au reste du monde, mais c'est le pire des colonialismes. Moi, Français, je dis, mais attends, mais si Mélanie peut le faire en Italie, pourquoi nous, on n'a pas été fichus de le faire chez nous ? Quelle doit être la place de la France dans le monde houleux que nous affrontons désormais ? Est-elle suffisamment armée pour répondre aux différents défis qui l'attendent ? Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Juillet. Bonjour. Ancien directeur du renseignement de la DGSE et président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique. Bonjour, bienvenue chez Front Populaire. C'est la première fois que vous venez. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Alors, quand on voit le niveau d'endettement de notre pays, est-ce qu'on a encore une chance de conserver une place importante dans le concert des nations ? Dit autrement, est-ce qu'on a encore les moyens des ambitions, si tant est qu'on ait une ambition, ce qui n'est pas forcément totalement clair du point de vue de la nation ? Alors, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, la dette abyssale qui est la nôtre et qui ne s'améliore pas, puisqu'on a 3 300 milliards, juste. Voilà, pas pour 3 300, même un peu plus maintenant de 3 300. Au moment où les Italiens réduisent leur dette, nous, on continue à l'augmenter, donc on est en train de devenir vraiment la lanterne rouge de l'Europe. Ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça nous donne une mauvaise image auprès de tout le monde, à savoir des gens qui sont incapables de gérer leurs problèmes au point de vue financier, et puis des gens qui ne peuvent pas réagir face aux crises, parce que quand vous avez plus d'argent, comment on fait ? Quand on n'a plus de moyens, c'est pas facile de pouvoir faire quelque chose. Donc on le voit bien d'ailleurs, parce qu'on fait souvent, les politiques français font des déclarations, rajoutent des milliards aux milliards, mais en définitive, on sait très bien qu'on peut pas on les a pas. Donc tout ça, c'est des paroles, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que effectivement, nous perdons actuellement, indiscutablement, on perd des positions, non seulement parce que, économiquement parlant, on n'a pas la croissance qu'ont d'autres puissances qui nous dépassent, hein. On a vu l'Inde nous passer, on en voit d'autres qui nous rattrapent. On est maintenant 7e puissance mondiale, bientôt on sera la 8e, et d'après toutes les prévisions, en 2050, on aura largement 13e, 14e ou 15e puissance mondiale. Donc, on est en train de perdre pied. Et évidemment, quand on était dans les 5 premières puissances mondiales au point de vue économique, on avait droit à la parole. Hein. Quand vous êtes 7e, c'est déjà moins. Quand vous serez 10e, c'est encore moins. Donc on perd de ce côté-là. Notre puissance, la baisse de notre puissance économique par rapport aux autres fait qu'on perd des positions et on est moins crédible. Je le disais tout à l'heure, notre dette se rajoute à ça en disant non seulement ils perdent au point de vue économique, mais en plus ils ont une dette mauvaise. Et puis la troisième, et là je reviens à votre question parce que pour moi elle est fondamentale, c'est que je pense qu'on peut exister, même quand on est un petit pays. Alors, on n'est pas encore un petit pays, mais on n'est plus un grand pays, hein, on est un pays moyen. Mais ce pays moyen, on peut exister parfaitement, et on le voit dans le monde, il y a des pays moyens qui existent très bien, à partir du moment où ils ont soit un chef d'État emblématique, hein, un De Gaulle ou des gens comme ça, des gens qui écrasent les autres, on pourra en parler. Ou enfin, actuellement en Europe, il y en a une qui est un chef d'État, c'est Mélanie. On va en parler tout à l'heure. C'est sûr, parce que elle s'impose de ce côté-là. Mais on a aussi, il y a les hommes, mais aussi la vision. Il y a des pays qui sont leaders parce qu'ils ont une vision qui intéresse les autres ou qui mobilise les autres. Donc ils savent réunir les gens autour d'eux. Même s'ils sont petits, ils ont une influence sur tous les autres par la vision qu'ils peuvent avoir. Et là, il faut bien reconnaître que la politique française, elle n'a pas de vision puisqu'on est toujours le jour. Nous, on est pour moi la caractéristique de la politique française depuis longtemps. Hein, ça fait maintenant, ça fait presque 20 ans. Hein, oui, 20 ans. Depuis 20 ans, la politique française, elle joue au jour le jour. On est des champions de la surréaction par rapport aux événements parce qu'on les a pas prévus et qu'on ne veut pas les prévoir. On ne sait pas anticiper, voilà.
Ça, c'est le grand problème actuel. Alors évidemment, cette absence de capacité d'anticipation, elle fait que donc on surréagit et on ne s'impose à personne parce que les autres ne sont pas guidés par nous. Si vous voulez, comment vous dire ça? On en parlera certainement. On vit un moment extraordinaire au niveau mondial avec un changement dans le mode d'affrontement des deux grandes puissances, des deux hyperpuissances mondiales. Il y a un changement et dans ce cadre-là, l'Europe aurait une place à jouer et dans l'Europe, la France pourrait avoir une place à jouer. Mais on voit bien qu'on l'a pas. L'Europe l'a pas, mais nous on l'a pas. On l'a encore moins. Et ça, c'est parce que justement, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Cette incapacité à anticiper, vous la datez d'il y a à peu près 20-30 ans, ce que vous disiez. Oui, moi je pense que ça a commencé sous le président Sarkozy, ça a continué sous le président Hollande et ça se continue sous le président Macron. Et comment on l'explique, comment on la matérialise en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu ce sens de l'anticipation? Parce que je pense que les trois, avant, si vous voulez, tous les présidents, que ce soit De Gaulle, pour prendre la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, de bords différents, hein, mais ils avaient tous une vision pour la France, et ils avaient un certain nombre de principes, si vous voulez, intangibles, sur lesquels ils s'accrochaient. De Gaulle était De Gaulle, ça tout le monde le sait, mais on voit Pompidou, par exemple. Pompidou, il voulait développer la France, économiquement parlant. Il voulait lancer des grands projets, et il l'a fait, hein, tous ces grands projets ont permis à la France de fonctionner pendant longtemps. Il avait une vision pour les Français, et d'ailleurs il était très populaire pour ça. Giscard, il avait une vision, une évolution de la France et de l'Europe d'ailleurs, hein. Et dans ce cadre-là, il était visionnaire parce qu'indiscutablement, il avait des idées à long terme et il les défendait. Alors, on pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais c'était un visionnaire et c'était quelqu'un qui suivait ses idées. Enfin, Mitterrand aussi, Mitterrand à sa manière, il était très florentin, Mitterrand, hein, très florentin, mais c'était un chef d'État, un vrai chef d'État, avec des principes, avec une vision, et alors là encore, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il faisait avancer dans son sens. Bon. Chirac, on l'a vu avec la guerre en Irak, on a beaucoup critiqué Chirac en disant à la fin de sa carrière présidentielle, il faisait plus grand chose, mais il faut dire qu'il était malade, il avait eu une attaque qui était un peu camouflé, hein, on n'en parlait pas trop, et du coup, il était moins décisionnaire qu'il n'était avant. Mais il faut pas oublier le Chirac de la guerre en Irak en 91, quand il a eu le culot de s'opposer aux États-Unis. Hein, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais imaginez un pays européen qui a le culot de s'opposer aux Américains, à tenir tête au Trump de l'époque. Hein. Vous avez dit 91, je pense que vous faites plutôt allusion à 2003. Pardon ? Vous avez dit 91 tout à l'heure. Oui, la première guerre en Irak. Oui. Quand Chirac s'est opposé à la première guerre en Irak, la deuxième guerre en 2002, oui, pardon. Oui, excusez-moi. Je pensais quand il s'est opposé en 2002 à la deuxième guerre en Irak, en disant c'est idiot, ça sert à rien, c'est pas bon. C'était quelque chose. Hein, mais c'était le même qui, quelque temps avant, avec le 11 septembre, quand il y a eu l'histoire du 11 septembre, qui a envoyé une équipe 3 jours après l'attentat à voir la Maison Blanche, donc aller à Washington pour leur dire la France a toujours aidé les États-Unis et dans les difficultés que vous avez, on est avec vous. Donc on était à la fois le meilleur allié de l'Amérique d'un côté et d'un autre côté aussi capable de lui dire non. C'était des chefs d'État. Pour moi, c'est ça un chef d'État. Si vous voulez, quelqu'un qui a une vision, qui a des principes et qui est capable d'imposer sa vision aux autres, quel que soit le coût, je dirais. Hein. À partir du président Sarkozy, qui était très volontariste, mais toujours en surréaction, il faut bien dire qu'on a commencé à la dérive. Et elle a continué jusqu'à maintenant. Et le 20e numéro de Front Populaire, il est consacré à la question du fascisme. Le mot est utilisé, comme on le sait, à toutes les sauces. Même chose avec extrême droite, avec vichiste, avec pétiniste. On a voulu dans ce numéro réfléchir à la question du qui est fasciste, qui peut être dit d'extrême droite. Il y a évidemment des contributions formidables qui abordent des questions de l'antisémitisme, du négationnisme, qui était Le Pen, est-ce que Jean-Marie Le Pen c'est Marine Le Pen. Ça permet de remettre les pendules à l'heure pour éviter
d'utiliser les mots n'importe comment et faire de telle sorte que s'il y a une menace d'extrême droite et s'il y a une menace fasciste, on puisse la désigner. Quand on voit des fascistes partout, ils ne sont plus nulle part. Et il me semble que la conclusion de cet ouvrage, c'est que s'il y a du danger, c'est peut-être pas forcément sur le côté droit de l'échiquier qu'il faut aller voir, mais qu'il peut y avoir aussi des fascismes rouges. Est-ce que la dérive liée au mandat, le départ de cette dérive liée au mandat de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle n'est pas liée à son atlantisme? On sait qu'il était très atlantiste. Oui, mais justement. Mais vous avez tout à fait raison. Parce que ce soit Mitterrand était capable d'être allié avec les États-Unis, il l'a montré avec Reagan, hein. Il était aussi capable d'être allié avec les Russes. Il jouait des deux côtés, hein. Il se méfiait des Russes, mais il était capable de négocier avec eux. Souvenez-vous à l'époque de Gorbatchev, par exemple, l'opposition l'avait accusé de petit télégraphiste de l'Amérique. Bon, toujours pareil, mais en réalité, il jouait des deux côtés. Et il défendait une position qui était celle de la France, vous voyez. On les voit, tous ces gens-là avaient des positions. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, c'était le premier chef d'État français qui soit profondément atlantiste. Et on l'a vu, il nous a fait rentrer dans l'OTAN, et on le paye très cher aujourd'hui, parce que si on n'était pas dans l'OTAN, si on était resté comme on était avec De Gaulle, c'est-à-dire à côté de l'OTAN, travaillant avec l'OTAN, mais sans dépendre au niveau du commandement de l'OTAN. Mais aujourd'hui, c'est nous qui serions en train de négocier avec les Russes, hein, la paix en Ukraine. Hein. C'est évident. Parce qu'on aurait une position d'intermédiaire. Alors que là, en étant dans l'OTAN, on n'a plus de position d'intermédiaire. On est aux ordres de l'Amérique. Et ça, c'est là où on voit les conséquences de décisions qui sont prises. Et il a fait... c'est une époque où... regardez, quand Nicolas Sarkozy, par exemple, a fait passer le traité de Lisbonne, il y avait eu un référendum que les Français avaient voté contre. Le référendum de 2005, dont on va bientôt d'ailleurs fêter les 20 ans. Exactement. Les 20 ans. Hein, on avait voté contre. Et les Français n'avaient pas tort de voter contre quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les Français avaient une vision prémonitoire de cette évolution de l'Europe, des dangers d'une évolution européenne telle que ça se passe. Bon, or, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit le référendum, ça n'a aucune valeur, et on a fait un tour de passe-passe, et on l'a fait accepter par l'Assemblée. C'est très grave, si vous voulez. Mais ça montre bien que c'est là où a commencé cette dérive, dans laquelle il y a une coupure entre l'élite et le peuple, ça c'est clair, hein, qui a continué ensuite progressivement. Mais il y a eu aussi le fait qu'à partir de ce moment-là, donc par excès d'atlantisme indiscutablement, eh bien, on a perdu cette position qu'on avait un peu unique, en définitive, qui nous permettait de faire un couple franco-allemand dans lequel les deux parties pesaient leur poids, alors qu'après, non. Après, ça a été fini. On le voit bien, après, avec Merkel, elle a monté, elle s'est séparée progressivement de la France, et il y avait l'Allemagne qui faisait la course en tête en Europe, hein, jusqu'au moment de l'effondrement économique d'il y a 2 ans. L'Allemagne a fait la course en tête, clairement. Hein, et avec chaque fois qu'il y avait des incidents, l'Allemagne prenait une avance. Pendant le Covid, on n'en a pas parlé évidemment, parce qu'on n'a pas de quoi en être fier, mais pendant le Covid, l'Allemagne, quand vous regardez l'évolution du PIB, l'Allemagne a gagné plus d'1,5 point par rapport à la France. Pendant la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on l'a géré beaucoup moins bien que les Allemands. On n'est pas vanté, bien sûr, mais on a... Donc, on voit bien, il y a eu... Donc, cette dérive, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais effectivement, elle fait que maintenant, on a perdu beaucoup de notre crédibilité. Alors, on a aussi perdu une crédibilité sur un continent, l'Afrique. Ah, totalement. Voilà, je voulais qu'on en parle, parce que pour le coup, niveau diplomatique, il ne passe plus grand-chose. On se fait insulter quand même régulièrement par l'Algérie sans qu'on ait l'impression que l'Algérie ne craigne quoi que ce soit en retour. Et vous l'aviez dit vous-même, d'ailleurs, on n'offre plus de voies alternatives aux divers conflits du monde. Oui. Est-ce qu'on est capable déjà d'une part de renverser la vapeur et d'autre part, est-ce qu'on a réellement totalement perdu toute influence dans cette zone géographique? Alors, sur l'Afrique, je dirais que c'est le résultat de notre politique, de ce qu'on a fait. Nous payons nos erreurs. D'abord, il faut bien le dire, c'est pas l'Afrique qui nous en veut, c'est nous qui avons mal géré les problèmes africains. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Sur deux côtés. Mais il y a un point fondamental qu'il faut bien voir au départ. L'Afrique, nous avons connu une Afrique coloniale. Hein. À l'époque, on avait colonisé. Puis après, on a eu une Afrique post-coloniale, c'est-à-dire une Afrique qui a pris son indépendance.
Dans l'Afrique coloniale, bon, bah, elle était comme elle était, on le sait. Dans l'Afrique postcoloniale, il y avait des gens qui avaient des mouvements politiques, il y avait une évolution, les gens voulaient une véritable indépendance, c'est logique, hein, ils voulaient retrouver l'indépendance, mais ils n'avaient pas toujours les capacités aussi de gérer cette indépendance. Donc il y avait un mélange, hein, entre, je dirais, l'Afrique traditionnelle qu'on connaissait d'avant, l'Afrique future, tout ça, ça se mélangeait. C'est ce qu'on a appelé d'une certaine manière la France-Afrique. Bon. Mais c'est fini. C'est fini parce que les jeunes générations africaines qui arrivent au pouvoir, les gens qui ont 30, 40 ans maintenant, ils n'ont pas connu l'époque coloniale, ils ont mal connu l'époque postcoloniale, ça fait quand même 60 ans, hein, quand même, hein. Donc ils n'ont jamais connu ça. Ils ont été formés, pas seulement en France, mais ça il faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas eu une politique très intelligente au niveau des élites africaines pour les former. Du coup, ils ont été aux États-Unis, ils ont été en Russie, ils ont été à Singapour, ils ont été en Chine. Donc, si vous voulez, il y a la génération des dirigeants africains actuels. Ils sont jeunes, ils n'ont pas connu l'époque qui était la nôtre. Hein, ils ont mal connu même la France-Afrique. Ils l'ont pas connu, ou au moins ils ont gardé un mauvais souvenir de la France-Afrique. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Et nous en face à cette génération nouvelle, on croit qu'on était encore dans la même position qu'avant. Alors c'est fascinant de voir nos présidents de la République aller en Afrique et leur donner des leçons, par exemple. Tous, hein. Alors là, il y en a pas un qui s'est pas loupé là-dessus. Hein. Et non seulement il leur donne des leçons, mais il ne les aime pas. C'est très important. Chirac, je me souviens, c'était le premier ministre Jospin qui disait, pour le football, vous voyez, je prends un exemple différent, Chirac disait, on comparait Chirac et Jospin dans le football. Et on disait, Jospin, parce qu'ils aimaient tous les deux le foot, hein, et on disait, Jospin est un remarquable technicien du foot. Il vous expliquait tous les équipes, comment elles jouaient, les dribbles, les passes et tout, formidable. On disait, et les autres disaient, oui, mais Chirac, lui, il aime les joueurs. C'est la grande différence. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Chirac, il adorait il aimait les présidents, il était copain avec les présidents africains, et les présidents africains l'aimaient parce que il savait que lui les aimait. Si vous voulez, il y avait une vraie amitié qui se développait réellement. Depuis, c'est fini. On peut pas dire, vous ne pouvez pas, citez-moi un président africain qui est ami d'un président français. Peut-être un peu le gars de Côte d'Ivoire, hein, et encore, plus maintenant. Mais le président de Côte d'Ivoire. Mais sinon, on voit bien, on a perdu ce contact, je dirais, amical. On a continué à leur donner des leçons, alors que les pays ont complètement changé. Bon. Et quand vous voyez les militaires, et souvent j'ai l'occasion d'en parler de ça, pourquoi on s'est fait chasser des pays du Sahel? Il y a différentes raisons. Mais la raison principale, c'est que quand ils nous ont appelés pour intervenir au Mali, hein, au Tchad aussi d'ailleurs, quand ils nous ont appelés, on est arrivé avec des troupes d'intervention, des forces spéciales, qui ont réglé le problème en quelques semaines, ils ont réglé le problème. Normalement, quand on a réglé un problème, on a fait une opération de projection, après on se replie, on repart chez soi. Bon, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Mais un jour, il y a eu quelqu'un qui a dit, mais dans le fond, ce serait plus intelligent et moins coûteux, toujours les gestionnaires, de laisser les gens sur place. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que quand vous venez pour faire une opération pour empêcher des terroristes, par exemple, d'arriver à la capitale, vous faites une intervention, hein, vous faites une libération, vous libérez les peuples d'un risque. Mais quand vous vous installez, vous devenez une troupe d'occupation. Et vous voyez bien la différence entre une troupe d'occupation. Or, et ça, ce qui est passé, Barkhane, on avait des gens partout, enfin partout. On avait quelques milliers de soldats sur une zone qui était près de la taille de l'Europe, quand même, il faut pas l'oublier, avec tous les problèmes que ça pose. On était considéré comme une troupe d'occupation, et pire encore, si vous regardez les communiqués militaires qu'on faisait sur la guerre que nous menions, on faisait la guerre accompagnée par les troupes maliennes, nigérianes ou tchadiennes. Est-ce que vous avez vu dans les journaux français des commentaires sur le nombre de morts tchadiens, nigériens ou maliens, qui est le nombre de morts dans les combats dans lesquels ils se trouvaient en même temps que les Français? Non.
On parlait d'un soldat français, de 2, de 3, des malheureux soldats français qui avaient été tués ou blessés. On parlait jamais des autres. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, alors on est quoi, nous? On compte pas. Donc on s'est mis à dos progressivement l'armée locale, on s'est mis à dos les institutions en les traitant de très loin et de très haut, en leur donnant des leçons, et il faut pas s'étonner si on a perdu pied. On a tout fait pour perdre pied. Ce que vous me racontez, c'est de l'ordre du bon sens. Comment ça se fait que les décideurs, comment ça se fait que les hauts fonctionnaires à la tête de l'État n'aient pas cette vision, n'aient pas cette sensibilité, on va dire? Parce que pour avoir une vision de bon sens, il faut descendre dans l'arène. Oui. Si vous ne descendez pas dans l'arène, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous restez au-dessus, si vous planez, le pilote de chasse, je respecte profondément les pilotes de chasse, mais les pilotes de chasse, quand ils sont à 10 000 mètres et qu'ils envoient une roquette en bas sur une cible, ils voient pas les résultats les résultats. Donc ne leur demandez pas l'impact que ça peut faire. Ils n'en savent rien. Ils font leur boulot, ils sont là-haut, ils tirent et c'est tout. Par contre, si vous êtes au sol, là vous voyez la réalité. C'est ça le problème. On a perdu pied parce qu'on ne voulait pas avoir... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la rupture du... Vous savez, en France, on le voit bien, on souffre d'une rupture entre les élites et le peuple. On souffre d'une rupture entre les villes, la population des grandes villes, et la population de la France profonde. Souvenez-vous, Édouard Philippe et son 80 km/h. Ou maintenant, Madame Runier, Agnès Pannier-Runacher, qui vous dit, les pauvres, ils n'ont pas de voiture. C'est effarant. Pouvoir oser dire ça, c'est effarant. Parce que si elle connaissait un peu autre chose que Paris, si elle allait dans les campagnes, elle verrait que les gens, ils ont 2 voitures, les paysans. Parce qu'il y en a un qui travaille dans une usine ou un truc et l'autre, il travaille à la ferme, mais il a à se déplacer aussi, il faut les chercher. Les gens, mais quelle voiture ils ont? Ils ont des voitures d'occasion qu'ils ont achetées pas cher parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et on va leur dire, les gars, prenez le bus, mais il n'y a pas de bus. Prenez le métro, mais il n'y a pas de métro. Et on va leur dire, alors si vous avez une voiture, prenez une voiture électrique, mais elle vaut 10 fois le prix auquel ils ont payé leur voiture. Alors on leur dit, attends, vous pouvez plus rouler. Attendez, où on va là? C'est ça, la réalité d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est la coupure totale entre le bas et le haut. Alors il faut faire très attention parce que, comme on disait à l'époque de Rome, que Rome prenne garde à la couleur de ses légions. Il faut faire attention parce qu'à un moment, les gens, ils disent, non, c'est plus possible. Alors, je voudrais qu'on aborde la question. On l'a déjà fait un petit peu, mais on va continuer sur l'Union européenne. Oui. Est-ce que la France s'est trop diluée dans l'Union européenne? Et à ce titre, quel regard vous portez sur l'action du président Macron sur ces 2 quinquennats? Est-ce qu'on est allé trop loin dans l'Europe? Alors, je pense que je crois que sur l'Europe, on a un vrai problème. Alors, personnellement, je pense que on ne peut pas, aucun pays d'Europe, dans le monde, avec la montée en puissance des pôles, des BRICS, si vous voulez, des États-Unis, de la Chine, de la Russie, mais également les autres pôles, les BRICS, le pôle Moyen-Orient avec l'Égypte, chaque pôle est beaucoup plus gros, va devenir beaucoup plus gros que n'importe lequel de nos pays européens. L'Allemagne, qui est la plus grande puissance européenne, ne sera plus dans les 10 premières du classement mondial en 2050. Faut le savoir. Donc ça veut dire qu'aucun de nos pays ne sera dans les très grandes puissances. Le chiffre que je vous donne là, c'est le classement du FMI, qui est américain. Donc on peut pas nous dire donc on peut pas nous dire que c'est une manipulation d'informations. C'est les chiffres donnés par les Américains. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'Europe? Aucun pays d'Europe ne peut s'en sortir tout seul. On a tout intérêt à avoir une Europe. La question, c'est quel type d'Europe il nous faut. Et c'est bien là le problème actuel par rapport à avant. Alors, le président Macron, lui, d'entrée, s'est positionné depuis 2017, s'est positionné comme un Européen convaincu en disant « nous devons être la référence en Europe ». Donc, alors on était le groupe franco-allemand, mais il a dit les Allemands sont les plus forts sur le plan économique et autres, mais nous on va montrer qu'on est les meilleurs en Europe. Alors, c'est vrai, depuis 2017, un peu avant déjà, mais depuis 2017 surtout, on est toujours le meilleur élève. C'est-à-dire que quand l'Europe fait une loi,
où il décide quelque chose, celui qui l'applique encore plus, il va plus loin encore que la loi, c'est les Français. On est les champions de l'application des règles de Bruxelles. Et on le paye très cher. On le voit bien, on le paye très cher parce que certains de ces textes sont tout à fait raisonnables et applicables. D'autres posent des problèmes en France. Or, bien qu'ils posent des problèmes, on les accepte. Et tout ça parce qu'on paye très cher le fait qu'on a l'article 11 du traité que nous avons signé fait que nous n'avons pas prévu de faire valider les votes du Parlement européen par le Parlement français. Si on avait introduit cette clause très simple, qui est prise par beaucoup de pays en Europe, beaucoup de pays européens dans leur texte de loi disent on fait voter bien sûr, c'est voté à Bruxelles bien sûr, mais l'application elle sera votée au niveau local. Si elle n'est pas votée, à ce moment-là on négocie. Or c'est pas ce qui se passe chez nous. Nous on veut toujours faire mieux que les autres, mais dans le sens Bruxelles. Alors résultat, tous les défauts de Bruxelles, on les multiplie chez nous, si vous voulez. L'excès de réglementation bruxelloise, il est chez nous multiplié par le fait qu'on en fait encore plus. C'est aussi très culturel en France. Oui, c'est très culturel à la France, oui, c'est vrai, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, la question, effectivement, c'est, tout le monde disait, au départ, on disait, oui, c'est parce que le président veut compenser la montée de l'Allemagne économique par une puissance on sera l'exemple en Europe, la référence européenne. Bon. Et puis on s'aperçoit que pas du tout. On l'est de moins en moins, et là on assiste maintenant à autre chose. D'ailleurs, je pense que notre ami Onfray l'a dit un des premiers, il a eu 1000 fois raison de dire, parce que c'est une vérité évidemment. Notre président, parce qu'il l'a dit et qu'il l'a raconté, d'autres l'ont raconté après, notre président a comme objectif, après avoir été président de la France, de remplacer Madame von der Leyen et d'être président de la Commission. Bon, or, et pour ça, il fait tout pour faire plaisir aux autres, puisqu'il aura besoin de gens qui vont voter pour lui. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans ce deuxième mandat, l'intérêt national est mis de côté par rapport à l'intérêt qui prime, à savoir celui d'être le plus européen des Européens. Ça, je crois que c'est un élément très important du dossier actuel pour comprendre ce qui se passe. Alors maintenant, derrière, l'Europe. Est-ce que nous devons avoir... Alors, oublions donc le fait que notre pays joue dans une certaine politique, mais est-ce que l'Europe doit continuer à être comme elle est, ou est-ce qu'il faut la réformer? Bon, moi je fais partie de ceux qui croient depuis le début qu'il faut la réformer. D'abord parce que moi j'étais proche de Seguin, j'étais proche de Pasqua et proche des autres à l'époque, et que j'ai toujours été convaincu que le traité qui avait été discuté était un mauvais traité, qu'il fallait l'amender. Je dis pas qu'il fallait le supprimer, je crois à l'Europe, mais je vous l'ai dit, mais je pense qu'il fallait l'amender. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, parce que, pour 3 raisons, si vous voulez. La première, d'abord, c'est que l'Europe à 28, c'est pas viable. Une Europe unie à 28, ce n'est pas viable. Une Europe à 28, c'est une fédération, ça ne peut pas être une union. Parce que les différences culturelles, les différences économiques, les différences de culture, oui, les différences de culture, les différences d'individus, les différences de mode de vie sont telles entre les différents pays d'Europe que vous pouvez pas comparer, et j'ai rien contre eux, bien au contraire, mais les Roumains et les Portugais, c'est des modes de vie différents, des cultures différentes, et on peut pas comparer un Polonais et un Grec. C'est pas la même chose. Un peu, mais est-ce qu'on peut comparer un Français et un Allemand vu les intérêts tellement divergents entre les deux? Il y a quand même une certaine culture commune. On a tous été envahis par les Romains, on a tous dépendu de l'Empire à l'époque de Charles Quint, on était tous ensemble. À l'époque, faut regarder. On a eu, si vous voulez, il y a toujours eu quand même, on a été en guerre les uns contre les autres, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Anglais, mais on a quand même un substrat. Le fond, la base est quand même très proche les uns des autres. Alors que quand vous allez beaucoup plus loin, c'est différent. Et alors, il y a actuellement, en plus, il y a une chose qui se passe. C'est quand on a ouvert à 28. Au départ, on était 6, 8, 10, 12. C'était homogène, je peux dire, à peu près homogène. Donc, on pouvait faire des votes, on pouvait se comprendre, on pouvait échanger, on avait des problèmes communs. Aujourd'hui,
tous les pays du nord de l'Europe, ceux qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique ou qui étaient limitrophes. Bon, tous ces pays-là qu'on a abandonnés, il faut bien le dire, hein, à la fin de la guerre, quand on a laissé Staline contrôler toute cette zone en disant bon ben d'accord c'est pour vous, on les a abandonnés ces pays. Et pour la Pologne, c'est la 3e fois qu'on les abandonnait, hein, puisqu'on les avait abandonnés après la Première Guerre mondiale, pendant plus exactement, on les avait abandonnés après Napoléon. Donc ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes que nous. Ils ont utilisé l'Europe pour avoir de l'argent au départ, pour faire monter leur niveau économique, c'était compréhensible. Et ils ont été bien contents qu'on mette chez eux des activités industrielles en disant, comme le coût de la vie est moins cher chez eux que chez nous, on va mettre des usines qui ont besoin de main-d'œuvre chez eux. Donc tout ça, au début, ça a bien fonctionné. Mais maintenant qu'ils ont atteint un niveau à peu près convenable dans le cadre de l'Europe, qu'est-ce que nous disent ces pays-là? On s'aperçoit qu'ils ont une vision totalement différente de la nôtre. Eux disent, nous on a été pendant 40 ans sous le joug communiste, on veut pas que ça revienne. Donc la Russie, on veut pas qu'elle nous envahisse. Donc nous, la priorité c'est la défense. Hein? La priorité c'est de nous défendre contre un envahisseur russe potentiel. Et pour nous défendre, à qui on peut faire confiance parmi vous? À personne, puisque vous nous avez abandonnés la première fois. Le seul qui peut nous aider, c'est les Américains. Donc on a, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ils s'appellent entre eux, hein, l'initiative des 3 mers, parce que c'est tous les pays qui vont de la mer Baltique à la mer Adriatique. Il y a 13 pays européens sur 28. Hein. 13 pays nous disent, les gars, la priorité c'est pas l'économique, la priorité c'est la défense, et la défense avec les Américains, donc avec l'OTAN. Déjà, quand nous on arrive en disant il faut une armée européenne, les types nous disent non. Il faut une armée alliée aux Américains. D'où j'achète du matériel américain, je suis américain et je suis dans le temps. Vous avez la partie sud de l'Europe, la partie France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, qui se développe moins bien que les autres parce qu'elle est en permanence, tous ces pays-là étaient habitués à un système économique différent des pays du Nord ou du centre, comme l'Allemagne, puisque nous avons, depuis la guerre, hein, tous ces pays jouaient sur inflation, dévaluation, du point de vue économique. C'est-à-dire qu'on laissait l'inflation, parce que l'inflation, ça diminue les dettes, ça diminue tout, et quand ça a pris un certain niveau, on faisait une dévaluation de la monnaie et on recommençait. C'était une solution dynamique, un système qui marchait. Bon. Quand on a fait l'Europe, l'euro en Europe, on a accepté les Français et les autres ont fait l'erreur. Pour moi, les Français, les pays du sud de l'Europe ont fait l'erreur de ne pas continuer avec cette méthode-là. On a dit d'accord, on accepte principalement une monnaie absolument stable, qui va très bien pour les pays du centre de l'Europe, parce qu'ils ont toujours géré comme ça. Ils sont extrêmement rigoureux, ils obéissent, les Allemands sont obéissants par rapport aux Français. Hein. Donc c'est une culture différente et qui permet d'avoir une politique financière différente. On a décidé de faire la même politique que les Allemands. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation mauvaise au point de vue économique dans tous les pays du sud de l'Europe, parce que ce n'est pas notre culture et notre système, notre mode de fonctionnement. Donc, en définitive, l'Europe est là en 3 morceaux actuellement. La partie nord, défense en priorité. La partie sud, qui est pénalisée, qui sera toujours pénalisée par un système qui, culturellement parlant, n'est pas le sien, au point de vue économique, hein, et une partie centrale qui, en plus, aujourd'hui est en grave difficulté, puisque l'Allemagne est en crise majeure, hein, depuis la guerre en Ukraine. Hein, les sanctions d'un côté, les problèmes de tension avec la Chine, et puis les problèmes avec les Américains sur la défense font que l'Allemagne est actuellement en grave difficulté. Donc, l'Europe a explosé. Et je pense que quand Mme von der Leyen et son équipe à Bruxelles font le show, en définitive, ils cachent, si vous voulez, ils cachent en réalité une réalité qui est bien plus grave. L'Europe est en 3 morceaux et il faut la réformer
comment est-on capable de la réformer? Et là, je reviens à la question que vous me posiez, c'est pas la France qui va l'imposer, puisque la France, pour les raisons qu'on a évoquées, veut être le meilleur élève. Donc c'est pas lui qui va dire il faut réviser, il faut repenser tout. Donc j'espère que d'autres chefs d'État auront le courage et puis la force politique de dire il est temps qu'on repense le problème pour reconstruire une Europe mieux adaptée à la réalité d'aujourd'hui et aux tensions qu'il y a entre l'Amérique, où la tendance atlantiste nous pousse à aller vers l'Amérique, mais l'Amérique aujourd'hui nous dit mais on n'en a rien à faire de l'Europe, donc les atlantistes ils sont dans une mauvaise situation parce qu'ils sont lâchés par leurs sponsors. Alors, il va bien falloir penser les choses autrement. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen tente de s'imposer sur le dossier de la défense. Oui, mais c'est inacceptable. Qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas dans les traités européens au même titre, mais la santé. Ils ont fait la même chose avec la santé. C'est très grave, si vous voulez, parce que c'est bien là où, moi, quand je vous disais ça va pas du tout, c'est que là, Bruxelles, on a voté des traités. Déjà, on a fait un tour de passe-passe pour escamoter la réalité en France avec le référendum qui a été transformé. Bon. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans les traités depuis le premier jour? Il y a des domaines régaliens. Les domaines régaliens, l'Europe ne s'en mêle pas. La défense, c'est un domaine régalien. La santé, c'est un domaine régalien. Bon. À partir du moment où vous avez un domaine régalien, que seul le gouvernement de l'État où vous êtes peut traiter le problème, de quel droit la Commission à Bruxelles va le traiter, et comment se fait-il que nos dirigeants puissent l'accepter? Parce qu'il suffirait de dire, mais attendez, ce n'est pas dans le traité, vous n'avez pas le droit. Et ça s'arrête. Or, vous constaterez que, malheureusement, quand Mme von der Leyen parle de défense, par exemple, c'est complètement aberrant, elle parle de défense alors qu'elle n'a aucun droit de le faire, puisque la défense, par essence, est régalien, donc n'appartient pas ou ne dépend pas de Bruxelles. Et personne ne dit rien. Vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je vous avais dit qu'on y viendrait, donc on y vient. Giorgia Meloni, pays du Sud, petit pays. On parlait des petits pays par rapport aux grands groupes. Et pourtant, vous dites qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu. Donc, j'aimerais savoir en quoi Giorgia Meloni est pour vous peut-être l'un des personnages les plus importants de l'époque que l'on traverse. Ouais, si vous voulez, Giorgia Meloni, quand elle est arrivée au pouvoir, comme toujours, d'ailleurs tout le monde a dit elle est nulle, par principe, puisqu'elle n'est pas dans les idées de la majorité européenne, donc elle est nulle et d'extrême droite, c'était aussi... Oui, mais justement, parce qu'elle était considérée comme extrême droite, post-fasciste, comme on dit maintenant. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme, une petite femme, d'ailleurs, une petite bonne femme, très énergique, et qui a l'intelligence de faire une vraie politique, qui a une vraie vision politique. Alors, quelle est sa vision politique? C'est très intéressant de voir ce qu'elle a fait. Elle a dit, sur le plan économique, le monde entier, les Occidentaux, le monde occidental, m'attend sur le plan économique et ne vont pas me rater. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé Mario Draghi, qui était son prédécesseur, et elle lui a dit, attendez, vous êtes reconnu par les Européens, les Américains et autres, vous avez été dans les grandes banques, vous avez été patron de la Banque européenne, je vous prends comme conseiller pour la politique économique de l'Italie. C'est un coup de génie. Personne n'avait pensé une seconde que Meloni, femme de droite marquée, d'extrême droite, allait prendre Draghi. Et que Draghi, lui, qui est mu par l'intérêt national, il n'y a pas de doute, c'est un patriote, Draghi, je ne vais pas vous dire le contraire, mais très européen, mais quand même, il aime l'Italie, il a dit, je vais vous conseiller pour faire une politique digne de ce nom. Résultat, excusez-moi, mais quand même, alors mais elle est 4e puissance exportatrice mondiale. Ça veut dire qu'elle dégage un excédent tous les ans très important, un excédent financier, qui lui sert à rembourser sa dette. Elle a une croissance, certes, pas énorme, mais elle a une croissance supérieure à la France. En réalité, elle rembourse sa dette alors que nous, on l'aggrave. Bon, c'est déjà, au point de vue économique, bravo, il n'y a pas de doute, c'est elle qui est gagnante. Bon. Dans le même temps, sur le plan intérieur, elle a dit, moi, je vais traiter un par un les problèmes que je considère comme prioritaires. Bon, alors, elle a traité ces problèmes. La famille, parce que la famille en Italie, c'est comme maintenant aux États-Unis. La famille, c'est sérieux, On peut pas faire n'importe quoi. C'est pas la France,
Le wokisme en Italie, c'est fini, hein. C'est terminé. Il faut le dire, parce que elle a pris l'immigration. Bon, l'immigration, elle a réduit de 60% les immigrations en Italie. Alors, si vous regardez les choses, oui, mais du coup, les migrants, ils passent par le Maroc, l'Italie, peut-être, et les Maroc, pardon, l'Espagne et autres, peut-être, ou par le Nord, hein, par les pays du Nord, peut-être, mais elle, avec sa politique, elle a réussi à réduire de 60% les immigrants. Bon. Sur le plan énergétique, quand il y a eu la crise avec la fin du gaz russe avec l'explosion du Nord Stream 2, la première qui a été en Algérie, pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle a été en Algérie voir le président Tebboune et elle a négocié la compensation de la perte qu'elle avait depuis le Nord par une fourniture par les Algériens. Et entre parenthèses, nous, elle est arrivée après, il n'y avait plus de gaz. Donc nous, on l'a pas eu. Elle a été plus maligne que nous, elle est venue plus vite. Avec la Tunisie, alors l'Algérie, parce que elle a développé, en définitive, on s'en aperçoit, au point de vue international, elle a dit, l'Europe, je suis dans l'Europe, je suis dans l'OTAN, mais j'attends pas grand-chose de l'Europe. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, moi, ce que je vais faire, c'est revenir à la politique italienne traditionnelle d'il y a 50 ans, le bassin méditerranéen. Et elle a multiplié les voyages depuis 2 ans. On a parlé de l'Algérie, mais en Tunisie, elle a fait un troc, un échange marchandise, je dirais, entre le président tunisien et l'Italie, avec réduction des migrations depuis la Tunisie, mais envoi là aussi, création d'un pipeline, envoi de gaz, création d'usines en Tunisie. En Égypte, pareil. En Libye, elle a réussi un coup de maître. Elle est aussi bien chez Haftar en Cyrénaïque que du côté de Tripoli avec les frères musulmans, copains d'Erdogan. Bon, elle est en train d'arriver. Elle est partout. Et à chaque fois, elle prend une position. Donc je dis, voilà une femme qui a une vraie vision internationale. Elle réussit. Alors elle a réussi en Afrique. Hein, elle a une vision locale. Elle met en place dans son pays les points essentiels de sa politique. Et elle réussit. Elle redresse son économie. Attendez, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un petit pays dans cette Europe, malgré les problèmes de l'Europe, hein, et malgré les problèmes mondiaux, un petit pays bien dirigé, capable de faire des choses, de les faire évoluer positivement. Et quand je vois, c'est énorme, quand on sait les relations qu'elle a pu avoir avec le président Macron, avec von der Leyen et autres. Quand je vois que c'est elle, parce que c'est la panique maintenant actuellement en Europe, c'est elle qu'on envoie négocier avec Trump aux États-Unis, parce qu'elle a été invitée par Trump aux États-Unis, parce qu'elle a compris avant tous les autres ce que voulait faire Trump et ce qu'il est en train de réussir, ou pas réussir. Enfin, elle l'a compris et elle a créé des liens. Résultat. Oui. Alors, moi, Français, je dis, mais attends, mais si Mélanie peut le faire en Italie, pourquoi nous, on n'a pas été fichus de le faire chez nous ? Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en plutocratie. Vouloir appliquer nos valeurs au reste du monde, mais c'est le pire des colonialismes. Lorsqu'on juge le reste du monde avec nos critères et nos valeurs, on est complètement à côté de la plaque. On a dit non, la majorité, elle doit être silencieuse, elle n'a rien à dire. Ce sont les minorités agissantes qui font la loi. Mais c'est totalement immoral. 18% des Américains sont en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Alors nous, on monte en France, hein, mais on est encore à 12-13%. Hein. La mondialisation, soi-disant heureuse, en réalité, il faut dire la vérité, hein, elle a fait des riches plus riches et des pauvres plus pauvres.